Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Hacking Reality. Mon invité aujourd'hui est ingénieur et scientifique. Il s'appelle Olivier Dumont et suite à une maladie non reconnue par la médecine actuelle, il nous raconte comment cette maladie a changé sa vie au point de modifier sa vision du monde et développer sa méthode pour aider les gens, Equanomia. Olivier, bonjour. Merci de participer à ce premier podcast que j'enregistre qui s'appelle Hacking Reality. Je t'ai invité parce que j'ai eu une super conversation avec toi la dernière fois qu'on s'est vu, où alors déjà on a très bien mangé, et tu m'as présenté un petit peu ta méthode, ton parcours, un parcours qui s'appelle Economia. Et j'avais envie de t'avoir en tant qu'invité dans ce podcast afin de discuter un petit peu de... je pense que tu as un savoir en fait, un savoir qui est quand même assez pertinent et assez hors du commun. Et j'avais envie que tu nous le partages un petit peu tous ensemble. Donc je vais commencer d'abord par te demander de te présenter en quelques mots et puis j'aurai plein d'autres questions après. Bonjour Julien, je te remercie beaucoup de ton accueil. Oui, je me prénomme Olivier. En quelques mots, mon parcours, j'ai grandi, je suis allé à l'école, après j'ai fait des études d'ingénieur parce que c'est vraiment celle qui me plaisait bien. J'avais besoin d'être attaché à ce côté scientifique. Et cet esprit scientifique que je cultive et que j'ai en permanence, que j'adapte d'ailleurs dans tous les domaines de ma vie, j'ai toujours cet esprit scientifique qui est là. Suite à cela, avec mon diplôme, je suis rentré de manière assez traditionnelle, on va dire. Je suis rentré dans l'industrie. Pour être plus précis, j'ai travaillé dans le domaine de la climatisation. J'ai travaillé dans des très grosses unités, j'ai travaillé dans des hôpitaux, j'ai travaillé beaucoup également dans l'industrie. C'était très passionnant parce que j'ai découvert de nombreux métiers que jusqu'alors je ne connaissais pas forcément ou simplement de nom. Et j'ai travaillé aussi dans des grandes surfaces, enfin, voilà. Un peu tout cet univers, pas gigantesque, mais quand même très, très grand, dans le domaine de la climatisation. Ça a duré une petite vingtaine d'années, et puis j'ai décidé, j'ai terminé ma carrière, c'était au niveau d'une direction, et puis j'ai toujours en moi quand même ce besoin de m'exprimer par moi-même, et d'une part, et d'avoir un contact avec les gens, et une bonne méthode à l'époque m'est apparue, d'autant plus que c'était, je pense, l'occasion pour moi de changer. Souvent, des gens, 40, 45 ans, on a envie de faire autre chose. Et je me suis tourné vers le conseil en gestion de patrimoine. Alors évidemment, c'était au départ loin de ma carrière d'ingénieur. Donc j'ai fait ce qu'il fallait c'est-à-dire j'ai fait des formations, j'ai passé des diplômes. Je voulais à l'époque faire cela le plus sérieusement possible. Donc j'étais très attaché à rentrer à la Chambre des indépendants du patrimoine, qui depuis a changé de nom. Et par contre, il fallait vraiment montrer patte blanche pour accéder à cette chambre. Et donc c'est pour ça que j'ai dû passer de nombreuses formations et les diplômes qui me permettaient d'y accéder. Ça a été une période, là aussi une petite vingtaine d'années, donc ça a été pour moi très fructueux, très très riche. C'est déjà à ce moment-là que j'ai commencé à rentrer dans des démarches de développement personnel, parce que je me rendais compte de ce lien étroit qui existait entre moi qui allais rencontrer les gens, et puis finalement je rentrais vraiment dans leur intimité. C'était... Voilà. Avec tout le respect que j'ai de manière naturelle vis-à-vis des gens, j'ai très vite trouvé ma place et ça s'est, on va dire, très 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 bien passé à mon niveau. Cela dit, ça n'a pas duré malheureusement, entre guillemets, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai développé un syndrome qui est particulièrement invalidant, qui est très proche de celui des électro-hypersensibles. Vous savez, tous les gens, là, attention le portable, attention les Wi-Fi, attention cela, ils ressentent très fort les ondes. Moi, c'était un peu la même chose, mais les cousins germains, nous, c'est la chimico-sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est devenu, pour différentes raisons, hypersensible aux odeurs chimiques. Alors, quel type d'odeur, par exemple ? Pardon ? Quel type d'odeur, par exemple ? Alors, quel type d'odeur ? C'est un peu la question, parce que quand ça s'est révélé chez moi, c'était un jour,
je sentais que j'étais pas bien déjà depuis quelques mois, ça n'allait pas. Je n'arrivais pas à faire le lien. Je savais pas qu'est-ce qui me mettait dans cet état-là qui ne me correspondait pas à mon état normal. Et puis j'étais en train de confectionner un dossier justement pour l'un de mes clients et je venais d'ouvrir une nouvelle pochette dans laquelle il y avait justement des petites pochettes plastiques destinées à confectionner mon dossier. Donc c'était un transparent que je mettais au-dessus. Et puis là, je commence à vaciller tout doucement. Et puis je sais pas pourquoi, j'amène cette pochette plastique, je la mets au niveau de mon nez. Et plus j'ai rapproché, wow, plus les symptômes devenaient très forts. C'est là que j'ai tout de suite commencé à faire un lien ce soir-là avec, oula, il y a quelque chose qui se passe avec les odeurs, etc. Et quand j'ai pris conscience de cela, bah, je me suis aperçu que finalement, bah, oui, il y avait ma pochette plastique, mais il y avait plein d'autres choses qui me causaient ce genre de désagrément. Alors, quelles odeurs? Bah, c'est ça la particularité, c'est que finalement, quand dans mon entourage, à certains moments, je leur présentais une matière, une substance qui me mettait dans des états pas possibles, avec une odeur qui était très particulière, je demandais aux gens, bah, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ils me répondaient pas, ça sent mauvais ou ça sent bon. Ils me répondent, ça sent rien ton truc. Donc, c'est-à-dire que je m'imagine à la place des gens. Toi, je te donne une pochette plastique, tu la sens, ça te fait des effets assez indésirables. Et moi, concrètement, la pochette plastique, voilà. Rien, neutre, complètement. D'accord. Donc pour toi, ça te fait vraiment ça fait quoi comme effet? Alors, les effets, en fait, vont dépendre essentiellement des gens, parce que ça nous met directement en contact avec notre cerveau limbique, hein. Bon, pour faire très très simple, une petite parenthèse, on a 3 cerveaux majeurs, on va dire, tout en haut de notre colonne vertébrale, on va avoir le cerveau reptilien. Alors on l'appelle reptilien parce que c'est lui qui régit tout notre fonction de base, hein, manger, boire, dormir, enfin, etc. Après on a le cerveau limbique, qui est un peu au-dessus, qui lui est très intéressant, il gère plein de choses. C'est avec lui notamment qu'on va faire nos apprentissages, qu'on va se créer des programmes automatiques. Ça va nous permettre de conduire sans réfléchir à appuyer sur la pédale en même temps qu'on va tourner le volant, etc. Et en même temps, il y a la partie, ça gère notre survie, avec des émotions dites de survie, pour lesquelles on va réagir de 3 manières différentes. Il n'y en a pas il y en a pas plus. Alors, quand on est en face d'un danger, ce que va percevoir 2 petites parties dans notre cerveau limbique qu'on appelle les amygdales, pas les amygdales, celles qu'on a là, hein, sont des amygdales cérébelleuses, là-haut. Eh bien, dès qu'il y a cette notion de danger qui est perçue, bon, elle va actionner différents systèmes, notamment nos surrénales et tout le bazar. Bref, en tout cas, l'idée c'est de donner une réponse à ce danger, et ça va être soit la fuite, c'est évidemment un très bon moyen pour éviter le danger. Si on n'arrive pas à fuir, bah, peut-être qu'à un moment donné, on va se retourner vers le danger, puis on va se mettre, ouais, on va l'agresser. Donc ça va développer chez nous la colère et l'agressivité, une force terrible. Ou éventuellement, ça peut très bien se dire, oh là là, je vois un endroit où je peux me cacher, puis ouais, comme ça, je serai pas vu de l'obstacle. Et donc, on n'a que ces 3 manières de réagir. Et en fait, lorsque je sens cette pochette plastique, à un moment donné, l'odeur, parce que l'odorat justement est relié, c'est une des grandes particularités de ce sens, on en a 5, mais ce sens-là il est très spécifique, dans le sens où l'information olfactive ne peut absolument pas être dévoyée par le 3e cerveau. J'ai parlé du limbique, mais il y a le 3e cerveau qui est celui qui vient jusqu'en avant, le plus développé, c'est ce qui fait la caractéristique de l'être humain. Notre cerveau ici peut absolument pas dévoyer l'information. Ça va directement à notre cerveau limbique qui gère la survie. Donc ça nous met la réponse dans un des états. Alors moi, l'état vraiment qui était celui que je rencontrais quasiment tout le temps, c'était l'abattement. C'est-à-dire là, quand on peut se faire tout petit, se cacher, etc. Et je me rappelle d'ailleurs, j'employais cette formule, je sens que quand j'étais sous l'emprise de ces odeurs, c'est le terme que j'employais, j'avais un voile de mort qui tombait sur moi, complètement. Et je perdais tout. Je n'avais plus de sensations, plus de vie au niveau physique, mental, émotionnel, plus rien. Même plus accès à ce moment-là à l'approche spirituelle. C'était vraiment un voile il n'y avait plus de vie. Donc alors chez moi qui a un noyau de vie intense, etc.,
Et c'était quelque chose assez... C'était comme un électrochoc, quoi, d'une certaine manière. Oui, complètement. Et j'aime bien parce que on commence à peine, mais directement on voit le côté scientifique qui ressort avec l'explication de tous les cerveaux qui rentrent. J'adore. Ok, donc du coup on se retrouve avec cet électrochoc et factuellement, d'un point de vue médecine, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on a des médicaments pour ça ? Est-ce qu'on... Alors, effectivement, moi, ça dure. Alors, je reviens un petit peu à ma découverte, c'était en fin 2009. L'année 2010 arrive, au fur et à mesure du temps. Alors, ce qui est terrible, c'est que, en fait, au début, il y a une ou deux matières qui vont provoquer cela, mais après, on se focalise un peu là-dessus. Et puis, finalement, comme on finit par raisonner avec un petit peu toutes ces odeurs qui nous mettent dans cet état-là, on en découvre de plus en plus. Et tout d'un coup, il y a un panorama extraordinaire, presque tout. Et à ce moment-là, la vie devient presque impossible, parce que tout nous fait peur. On est chez soi, on a peur de voir rentrer quelqu'un, parce que est-ce qu'il aura un parfum ? Est-ce que les vêtements, la lessive qu'il aura utilisée, est-ce que je vais la supporter ? Ce n'est que des choses comme celle-là. Et donc en fait, ça touche pas seulement des odeurs un petit peu atypiques. Moi, j'aurais pensé donc plastique, mais j'aurais pensé au fer, etc. Enfin, au fer, aux métaux en général. Mais en fait, on a vraiment même les odeurs qu'on retrouve dans les parfums, dans tous les cosmétiques, d'accord, les savons, tout. Donc des choses très communes. Les gels douche, etc. Et donc, ça a continué pendant de nombreux mois jusqu'à découvrir, c'était à l'été 2010, en allant sur le net, à un moment donné, je découvre, bingo, une association qui s'appelle SOS MCS. Alors SOS, on voit pourquoi, MCS peut-être un peu moins, simplement c'est la signification anglaise de l'hypersensibilité chimique multiple, puisque ce MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Okay. Et donc cette association française, je la contacte, et puis je tombe en décrochant sur l'une des deux cofondatrices de cette association. Et puis ça a duré 1 heure, ma conversation, je m'en souviendrai tout le temps. Et donc elle me dit tout de suite, bienvenue au club. Ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est bien. Par contre, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer qui, elle, est beaucoup moins bonne, c'est qu'il n'existe aucun traitement médical. Alors, à partir de là, franchement, j'ai flippé, parce que comme j'avais déjà connaissance, j'en ai parlé là, il y a un instant, de la particularité de ce sens olfactif qui fait que l'information, pas du tout la dévoyer, ça s'en va directement au cerveau limbique avec les émotions de survie et tout ça. Là, je me suis vraiment posé la question, parce que je suis un hypersensible. Et un hypersensible, il est parestésiste. Parestésiste, ça veut dire que tous nos sens, en fait, ont une sensibilité accrue par rapport à tout le monde. Tout est beaucoup plus fort. Et je l'avais également sur l'aspect auditif. Donc à une certaine époque, c'était, je me rappelle, maintenant il y a longtemps, il y a plusieurs décennies, mais c'était pour moi une torture que de me promener en ville parfois, parce qu'il y allait avoir un 2 roues sans jappement qui allait passer, ou alors il y avait un autre bruit, des marteaux-piqueurs ou autre. Il fallait pas que ça dure très longtemps, j'ai l'impression de devenir fou, complètement. Par contre, je me suis rééduqué. C'est vrai que j'avais pris conscience à ce moment-là que, d'accord, il y a un bruit, mais il est dans la vie, etc. Plutôt que de dire, si je veux continuer à me promener en ville, il faudra peut-être que je m'adapte un petit peu. Et j'ai réussi avec mon néocortical à isoler un petit peu ce bruit, que je le percevais, et puis je le remettais un petit peu à sa place. Et j'ai appris à faire ça. Alors, il ne fallait pas que le bruit quand même dure 3 heures, mais j'arrivais de ce fait-là à le côtoyer pendant un temps suffisamment raisonnable. C'est marrant Chose parce que je ne pouvais absolument pas faire, bien sûr, avec mon sens olfactif. Et donc toutes les odeurs que je percevais comme néfastes pour moi, je me les prenais en plein et je ne pouvais pas avoir ce raisonnement de dire « Oh attention, non, tu trouves que ça sent ça, mais non, c'est pas vrai. Ah non, impossible. » Donc en fait, tu as fait d'une manière un peu consciente ce que beaucoup de gens font de manière inconsciente. C'est-à-dire que cet isolement du bruit en disant « Bon, ok, toi, t'es un peu fort là maintenant, mais consciemment, je te dis « Bah non, je baisse le volume, quoi. » C'est exact. Et alors, ça nous amène d'ailleurs à une particularité, c'est que c'est une fonction qui, normalement, est naturelle chez les gens. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont cette possibilité, ils entendent tout,
mais ils savent remettre les sons, par exemple, ou ce qu'ils voient à leur juste place, on va dire. S'ils sont concentrés sur quelque chose, ils vont s'apercevoir qu'il y a une perturbation sonore, une perturbation visuelle ou autre, ils l'aperçoivent, mais automatiquement, ils ont un programme qui remet à leur place, et donc ça ne les perturbe pas. Par contre, quand on est hypersensible, c'est pas ça du tout. C'est qu'on va se manger toutes les perceptions, elles sont toutes au même niveau. Donc je suis là, je suis en train de discuter, par exemple, je vais être avec une personne, entre guillemets, normale, on va être en train de discuter, comme on peut être là maintenant, et puis tout d'un coup, il y a un marteau-piqueur qui va rentrer, qu'on va entendre. La personne normale, elle va l'entendre, elle me dit, ok, continue à discuter. Et puis moi, il va prendre de plus en plus de place, et il va complètement monopoliser, et j'arriverai plus à être dans la discussion. Alors, la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Tu fais comme moi, t'écoutes pas, et puis on continue notre truc. Ah, mais non, ça marche pas comme ça. Oui, d'accord. Parce qu'on arrive tout doucement là à quelque chose qu'on peut aborder maintenant ou plus tard. C'est la grande différence entre la majorité des gens, qu'on appelle avec une pensée qui est neurotypique, et puis une minorité des gens qui ont une pensée qui est neuroatypique. Je t'avoue que j'allais y venir de toute façon, donc Bon. on peut partir là-dessus, mais peut-être avant, je voudrais finir un petit peu juste sur cette condition quand même, cette maladie, où on se retrouve avec l'association, on a cette discussion, on n'a pas de solution, et là on se retrouve quand même avec une sacrée problématique. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre après ? C'est extrêmement compliqué. Alors, surtout que s'il n'existe pas de solution médicale, d'une manière générale, ça va au-delà, puisque ce syndrome n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu médicalement. Il n'est pas reconnu médicalement, on est dans le déni. Mais en même temps, ça se comprend un petit peu, parce que il n'y a rien à objectiver. Or, c'est vrai que notre système, lui, il travaille beaucoup plus sur des choses qu'on voit, des symptômes visibles. Là, il n'y a rien de visible chez nous. Par contre, ce sont des ressentis. Ils ont beau être aussi violents qu'on veut. Non, voilà. Donc c'est pour ça que... C'est un petit peu comme les électrosensibles. Les électrosensibles, c'est pas reconnu non plus. Voilà, là même parce qu'on ne peut rien objectiver. D'accord, ok. Voilà. Alors donc, effectivement, là, ça m'a vraiment fait flipper, parce que je savais donc qu'il n'y avait pas possibilité de dévoyer cette information olfactive, et puis qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune solution. Alors c'est là où, j'allais dire comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois dans ma vie que j'étais confronté à des choses majeures quand même, et au fond de moi, j'ai puisé au fond de moi, j'ai dit non, ça n'ira pas comme ça, moi de toute façon j'ai une rage de vivre qui est là, et je trouverai des solutions. D'accord. Ouais, et ça faisait partie de... Parce que ça, c'est vraiment une croyance que j'ai en moi qui est très forte. Voilà, il y a toujours possibilité de trouver une solution. Et c'est même pas une solution. Pour moi, il existe toujours des solutions. D'accord. Voilà. Donc avant d'aller plonger dans ces solutions, parce que je pense que ça va être aussi un gros sujet, j'aimerais qu'on revienne sur cette différence entre neurotypique, neuroatypique, où, si j'ai bien compris, on sait quand même la définition de certains types de personnes qui sont soit neurotypiques, soit neuroatypiques. Donc je vais te laisser rentrer un petit peu plus dans les définitions. Ouais. Alors bon, c'est un terme un peu technique, ça, de dire neurotypique ou neuroatypique. Et pourquoi ? Alors neuro, on comprend bien, neuro, ça se passe là-haut. Alors typique ou atypique, c'est essentiellement au départ dû au fait que les typiques représentent 80% de la population. A contrario, les atypiques ne représentent que 20%. Donc déjà, en termes de nombre, il y a les typiques et puis les atypiques. Ça va au-delà, bien sûr, parce qu'après, il y a le fait, au niveau de la manière de penser, c'est là où je vais y arriver. Alors, comment les appeler ? Il y a une personne que j'adore, qui a sorti d'ailleurs un livre, alors je ne vais pas le voir ici, qui s'appelle « Je pense trop », qui s'appelle Christelle Petit-Colin. Je l'ai vu sur la table. Ah oui, il est là-bas. Alors ça, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé formidable, extraordinaire, qui permet la compréhension d'énormément de choses et qui permet, pour moi, le rapprochement entre les gens. Parce que là, on touche avec cette histoire de neurotypique et atypique un problème vraiment fondamental. Et elle dit qu'effectivement, ce qui est difficile, c'est de trouver un nom. Alors, les neurotypiques, en fait, il y a une manière de les nommer qui me paraît très bien, ce sont les normaux pensants.
C'est-à-dire ce sont des gens qui vont penser d'une manière normale, et en plus selon la norme, puisqu'ils représentent 80%. Et de ce fait-là, finalement, c'est assez facile de dire il y a les normaux-pensants d'un côté et les neuroatypiques de l'autre. Parce qu'on reste tous les deux dans quelque chose qui est quand même assez neutre. Le normaux-pensant, on va vite comprendre ce que c'est. Il pense dans la norme, et puis il a une pensée qui va être normale, entre guillemets. Parce que c'est vrai que le neuroatypique a une pensée qui est peut-être pas tout à fait normale. Alors, je m'explique. La grande différence. Un normaux-pensant, il y a un côté assez agréable hein, d'être dans la peau d'un normaux-pensant. Parce que c'est quelqu'un qui a une pensée qui va être logique, qui va être linéaire et qui va être séquentielle. Ça veut dire, en fait, il part d'un point, et puis c'est comme s'il avait un fil devant lui, et puis il avance, pas à pas, jusqu'à arriver au bout, à la solution. Sans trop regarder ce qui se passe à gauche, sans trop ce qui se passe à droite, il suit son fil. C'est cette différence entre les profils est quand même super intéressante. J'ai quand même l'impression que le ratio me dérange un petit peu dans le sens où 20% de la population, on les retrouverait où du coup? Dans la recherche? Est-ce qu'il y a des métiers particulièrement? Bah, oui, il va y avoir des métiers ouais, tels que tu viens de citer. La recherche se prête très bien aux neuroatypiques. Un neuroatypique, bah, si on lui donne une tâche précise qui est toujours la même, répétitive et autre, il va pas tenir. C'est pas possible. Si on n'a pas être capable de se tenir à un fil directeur, on ne va pas rentrer dans une carrière qui va justement nous obliger à être à un endroit où on ne saura pas, où de toute façon, structurellement, on ne saura pas rester. Alors tu parles de carrière, je pense que justement ça c'est un joli exemple d'un parcours d'un point A à un point B. C'est-à-dire que pour moi une carrière c'est effectivement on commence en tant que junior dans un poste, avec on monte en expertise, en seniorité, etc. pour aller le rôle de manager. Enfin, on a cette jolie pyramide qui est là et ça me semble assez typique, normal. Donc en fait, tu es en train de me dire que la société, elle est un petit peu définie en fonction des neurotypiques. Oui, exactement. Effectivement, je pense que notre société est vraiment totalement à l'image des neuropensants, hein, des normaux-pensants. Tout à fait. Nous, en fait, on a les neuroatypiques, on a énormément de mal à trouver notre place dans cette société par les normaux-pensants, parce que on aimerait bien. Alors, on a, comme tout le monde, on est au départ des animaux, notre instinct grégaire est le même que celui d'un normaux-pensant. Donc on cherche, on aimerait bien s'agréger, mais on n'arrive pas, parce que très vite, on va irriter le normaux-pensant. Et l'inverse va être vrai aussi. Si on prend un exemple, on va parler d'un sujet, par exemple. Donc le normaux-pensant est en train d'expliquer son truc, il va là. Bon, moi, en tant que neuroatypique, je dis attends une minute, tu viens de dire ça, mais tu sais que ça, c'est relié à tel machin, etc. Le normaux-pensant, il va dire bon, d'accord, il va peut-être ronger un peu son frein, puis il va dire ok, j'écoute, etc. Quand on va lui faire le coup la deuxième fois, il va dire bon, t'arrêtes un peu ton truc, laisse-moi terminer mon DMSA. Bon, il va démarrer. Et puis on va vouloir parler, bon, on voit que c'est pas la peine d'intervenir. Ben voilà. Bon, voilà, lui il va rester, le normaux-pensant il va rester sur son truc, et puis bah, nous on va rester comme voilà, sans être capable de pouvoir rentrer en communication avec ce normaux-pensant. Parce que nous, le normaux-pensant, ça nous va pas. Des choses toutes faites, on va toujours avoir pourquoi. Pourquoi derrière tout ça? Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui motive tout cela? Nous, quelque chose qui est permanent chez nous, c'est la notion du doute. C'est pour ça qu'être chercheur, c'est merveilleux d'être un neuroatypique. Bon, si par contre un technicien, il vaut mieux être normaux-pensant parce qu'il sait qu'il aura une tâche bien précise à faire, il va la faire super bien, alors que nous, le neuroatypique, on ne sera pas du tout adapté pour ce genre de travail. Ou alors une fois. Une seule fois. Ou alors une seule fois ou quelques fois, oui, mais pas. Voilà, c'est ça. En tout cas, cette grande. On peut parler de dualité hein, entre les normaux-pensants et les neuroatypiques. C'est vrai moi, quand je reçois. Alors, dans les gens qui viennent me voir, c'est quand même très rarement, je dois dire, des normaux-pensants. Pourquoi aller voir Olivier pour mes trucs Non.
il estime ne pas avoir de problème particulier. En tout cas, je ne suis pas forcément la personne qui serait la plus apte à répondre à leurs problématiques. Par contre, donc, je reçois beaucoup de neuroatypiques. Mais très vite, de toute façon, quand on discute un petit peu, on s'ouvre, et puis le nombre de fois qu'ils me disent « Ah bah oui, combien de fois je me demande ce que je fous ici sur Terre, qu'est-ce que je comprends pas les gens, je suis pas à ma place, je suis pas... Oh, il y en a même qui me disent « Mais je suis un alien, je suis pas de cette planète. » Enfin, mais c'est ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. On n'arrive pas à s'intégrer dans ce milieu qui est majoritaire, 80%. Donc on est là, on aimerait. On aimerait parce que le neuroatypique, c'est quelqu'un qui est naturellement porté vers l'autre. Il aime l'autre. Il a beaucoup de bienveillance. Il a une empathie terrible. C'est normal, il est hypersensible. Donc il perçoit tout. Il va percevoir la souffrance chez la personne qui est là, à côté de lui. Donc il voudrait, mais ça va pas. Alors maintenant, pas s'arrêter à ce constat. Parce qu'il y a des moyens. L'idée, c'est ça, c'est d'arriver finalement à faire se rapprocher ces deux personnages. Sachant que, comme le normopensant il est majoritaire, lui il n'a pas forcément besoin de se rapprocher d'un neuroatypique. Sauf s'il y a des liens d'amitié ou autre. Par contre, le neuroatypique, lui il se sent vite seul. Donc, s'il y a une démarche à faire, et il y en a une d'ailleurs, pour rapprocher les normopensants des atypiques, eh ben, les rênes sont dans les mains du neuroatypique. Ce sera à lui à faire ce qu'il faut pour se rapprocher du normopensant. Le normopensant ne viendra pas naturellement à lui. Et c'est logique, il est dans son fil, et en plus il représente la majorité. Donc, un neuroatypique dans son coin, oui, lui il faut toujours qu'il tourne les trucs dans tous les sens, et il se pose des tas de questions, oh là, il est compliqué celui-là. Ouais. Par contre, à nous, effectivement, à prendre conscience, à bien réaliser ce que nous sommes nous, et surtout à bien comprendre ce qu'il est lui. Alors, je voudrais revenir sur comment rapprocher les neuroatypiques des normopensants. Ouais. On va se baser uniquement sur le plan de la conversation, engager une conversation. Parce que les centres d'intérêt de l'un ne sont pas les centres d'intérêt de l'autre. Et là, je voudrais parler de quelque chose qui est d'ailleurs un outil fondamental de la PNL, hein, c'est la programmation neurolinguistique, avec la fameuse pyramide de Robert Dills. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne me parle pas. Pas du tout. En fait, ça décrit une échelle des niveaux logiques. Alors, on va rester au niveau conversationnel. Alors, pyramide, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une base et puis on est en pyramide. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était beaucoup la pyramide, mais maintenant, on a tendance quand même à aller un petit peu au-delà. C'est-à-dire qu'on termine la pyramide par un rond et on va ouvrir, on va continuer. Ça va ressembler à un diabolo qui ne sera pas fermé, il va rester ouvert, qui va s'évaser vers le haut. Donc, on a la pyramide, puis rond, puis hop, continue à s'évaser vers le haut. On va rester dans la partie de la pyramide, juste avant le rond. Et donc là, il y a 4 niveaux qu'on va trouver. Alors le premier niveau, il a cette particularité que nous, on ne peut pas intervenir directement. En fait, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Notre environnement, c'est l'entourage, tout ce qui est autour de nous. Donc pour lequel on n'a pas d'emprise particulière. On peut se déplacer dans cet environnement, bien sûr. On peut s'y adapter, on peut en changer, pourquoi pas. Mais voilà, on ne peut rien faire d'autre. Donc si on fait quelque chose, on est réactif par rapport à l'environnement. On n'est pas actif. Et dans cet environnement, comment on le décrit ? C'est simple, on va trouver des questions telles que le où, le quand, qui est là, qu'est-ce qu'il s'y passe. Ça peut être par exemple, le week-end prochain, je vais avec mon ami Frédéric à la campagne, en espérant qu'il fera beau. On est vraiment dans l'environnement. La question où, on va à la campagne, quand, on sait que c'est le week-end prochain, avec qui, c'est avec mon ami Frédéric, qu'est-ce qu'il s'y passe, on espère qu'il fera beau. Ça, c'est un niveau qui est particulièrement affectionné par les normopensants. Et à l'inverse, le neuroatypique ne s'y complaît pas du tout. Il ne voit pas d'intérêt à discuter de tout ça, ça ne lui plaît pas trop. On arrive au deuxième niveau. Alors, à partir du deuxième niveau, là, on est vraiment pleinement partie prenante dans le système. C'est nous qui sommes des acteurs. Et le premier niveau au-dessus, donc c'est-à-dire le deuxième, ça va être le comportement.
C'est-à-dire cette fois-ci, qu'est-ce que j'y fais dans cet environnement? Qu'est-ce qu'on y fait? Si on prend l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fera quand on sera à la campagne, en espérant qu'il fasse beau? On fera du vélo. On fera une belle randonnée à vélo. Voilà, on est dans le comportement. Ce niveau-là plaît également très très fort aux normopensants. D'ailleurs, si on écoute les conversations, essentiellement, celles des normopensants vont beaucoup tourner sur l'environnement et qu'est-ce qu'on y fait, etc. Toute cette partie très concrète, finalement. Mais ce concret-là, d'une manière générale, ça n'intéresse pas beaucoup le neuroatypique. Alors, juste au-dessus de ce comportement, de ce niveau logique, on va trouver les compétences, les aptitudes, les capacités. Donc si je reprends toujours mon exemple, on va faire une grande randonnée. Le seul but, c'est de faire ça. Alors, oui, quelles sont les capacités? Oui, moi j'arrive finalement à faire des grandes randonnées parce que je m'entraîne. J'aime bien m'entraîner là où j'habite, dans ma campagne, dans ma forêt, de faire ces randonnées. Et puis mon ami, lui, c'est pas exactement ça. Il connaît bien la randonnée, mais lui, il sait superbement bien la faire, parce que lui, c'est carrément la compétition, puis il faut vraiment donc il a acquis les compétences pour être un sacré. D'ailleurs, moi, je le suis pas, hein, ça c'est clair. Bon. Donc voilà, on est arrivé au niveau des capacités. Alors ces trois niveaux-là, l'environnement, le comportement et les capacités, ça c'est vraiment le domaine de prédilection des normopensants. On arrive au quatrième niveau. Et là, le quatrième niveau, on commence à arriver au niveau logique qui intéresse l'atypique, mais qui intéresse beaucoup moins le normopensant. Alors, c'est quoi? C'est le domaine des valeurs et des croyances. Les croyances, c'est tout ce que l'on croit vrai. Les valeurs, c'est ce qui nous paraît important pour nous et qui va susciter nos motivations. Donc, si je reprends toujours mon exemple, pourquoi moi je fais de la randonnée, que j'ai cette capacité à le faire? Parce que moi, dans mes valeurs, c'est important d'être en contact avec la nature, de pouvoir m'oxygéner, d'être au plus près d'elle. C'est vraiment une valeur fondamentale chez moi. Alors que mon ami, c'est pas du tout la même valeur fondamentale. La randonnée, c'est pas forcément son truc, mais il le fait parce que il m'aime bien, puis qu'il a, voilà. Et puis surtout, lui, sa valeur fondamentale du vélo, ça va être la compétition. Lui, il adore ça, il adore se mesurer aux autres. Il a ça dans le sang. Donc ça va être sa valeur. Après, il y a les croyances. Bon, on peut imaginer toutes les croyances qu'on veut, etc. Moi, ça peut être celle que c'est vraiment capital d'une manière ou d'une autre d'avoir un lien très proche, très fusionnel avec la nature. Alors que lui, ça va être sa croyance. De toute façon, dans la vie, on est tous là pour c'est le plus fort qui gagne, on y va. Voilà, chacun va avoir sa croyance. En tout cas, c'est à partir de ce niveau-là que, effectivement, les neuroatypiques vont se sentir vraiment à l'aise. Voilà. Alors, ça veut dire. Alors après, il y a encore les autres niveaux. Je ne vais pas les évoquer complètement maintenant. Donc juste après ce niveau-là, il y a le petit rond, c'est l'identité. Alors l'identité, on passe encore à un stade au-dessus des valeurs et des croyances, c'est je suis qui? Je suis qui et quels sont mes rôles dans la vie? Et puis après, on va entamer l'espèce de grand entonnoir qui s'ouvre. Là, ça va être parce qu'on est l'identité, c'est nous, mais on appartient forcément à quelque chose voilà. Et donc c'est toutes nos appartenances supérieures qui vont arriver. Je ne vais pas développer ça pour l'instant. Je voudrais rester sur la partie uniquement de la pyramide, avec l'environnement qui est à la base, pour lequel on ne peut rien faire de particulier, si ce n'est s'y déplacer ou en changer ou s'adapter. Le niveau du comportement, qu'est-ce que je fais? Le niveau des capacités, pourquoi j'arrive à le faire? Le niveau des valeurs, qu'est-ce qui me motive à le faire? Éventuellement, quelle est la croyance derrière ça? Comme on sait que le neuroatypique, lui, c'est à partir des valeurs qui sont à l'aise, et plus on va monter, plus il va être à l'aise. Alors qu'on sait que le normopensant, il n'aime pas trop. Plus on monte, les 3 premiers niveaux, c'est bien. S'il sent bien, au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Et ça va être à nous, en tant que neuroatypique, de prendre vraiment conscience de ce qu'aime, là où se sent bien le normopensant. C'est d'aller vers lui. C'est de dire, oui, c'est bien joli, t'es neuroatypique, toi t'as besoin d'aller là-haut. Ouais, mais vous n'êtes que 20% à ça, il y en a 80%, eux, ils préfèrent être dans le concret. Tu vas tout doucement te forcer, entre guillemets, à descendre un peu les niveaux. Et puis, tant qu'à faire, tu vas carrément descendre dans l'environnement. Alors, tu sais que tu vas pas y rester trop longtemps, parce que ça va vite te saouler, comme on dit, mais voilà, c'est ça qui est important. Et là, en allant dans l'environnement,
on pourra faire le chemin inverse. Et nous, on pourra entraîner tout doucement le normopensant dans des niveaux logiques un petit peu supérieurs. Avec des questions toutes simples. Hein. Donc on va être dans l'environnement, bon, je rencontre par exemple quelqu'un, je sais que c'est un normopensant, etc. Bah tiens, t'as vu, on va discuter. Bon, en général, la météo, c'est facile, hein, ça. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bon, on va discuter un petit peu de tout ça. Bon. Et puis, à un moment donné, on va rentrer dans le comportement. Là aussi, ça va être assez facile, on va lui poser une question. Ah bon, et qu'est-ce que tu fais à tel moment? Alors, il va nous répondre, oh, ben, je suis en train de confectionner une pièce en bois, là, qui me plaît bien. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est intéressant parce que moi j'avoue que le bois, j'arriverai à rien à faire avec du bois, mais comment t'es arrivé toi? Donc on rentre dans les capacités. Comment t'es arrivé à faire ce truc-là? Puis là il va prendre plaisir, etc. Et puis on va continuer et dire ah ouais, ben, ben en fait si je comprends bien, tu fais ça avec une pièce en bois, avec du bois. Peut-être que tu aurais pu le faire avec de l'acier ou un autre matériau. Finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le bois? On rentre dans les valeurs. Et là, on va arriver à trouver une espèce de consensus pour pouvoir vraiment dialoguer. Et là, le normopensant, il va nous suivre. Parce qu'on ne va jamais le heurter et tout va être logique. Parce que lui-même, il a sa logique. Pourquoi il travaille le bois? Il sait pourquoi il le fait. Il sait quelles sont les capacités dont il a eu besoin pour le faire. Et il sait ce qui le motive. Mais par contre, si j'arrive, je le rencontre, tiens, bonjour Alfred, et puis qu'on l'attaque directement sur les valeurs, il va se fermer, c'est terminé. J'aime beaucoup l'interdépendance entre les deux types de personnes et à quel point l'un a besoin de l'autre pour découvrir un autre aspect de la vie d'une certaine manière, ouais. Un autre aspect du moment présent. C'est-à-dire que je m'imagine marcher en nature et c'est vrai que avoir cette partie environnement qui, pour moi, est quand même pas si important que ça, et avoir fait l'effort de manière consciente d'apprécier ces parties-là, de faire attention à ces détails-là que j'avais pas vu avant, et vraiment, vraiment intéressant, et je pense que sans certaines personnes, j'aurais jamais eu accès à ça en faisant attention. Du coup, j'aime vraiment beaucoup ce que tu décris là, parce que ça représente vraiment des moments de ma vie où il s'est passé des choses et où certaines personnes m'ont apporté des choses que moi, j'avais pas vues et j'avais pas cet intérêt-là. Et à l'inverse, je me vois par contre complètement dans ce moment où ah ouais, mais en fait, du coup, tu fais ça parce que tu fais pas pour cette raison-là, et pousser la réflexion de l'autre dans son appréciation de ce qu'il fait, de ses faits et gestes en général. Non, c'est une définition qui est très intéressante, et une fois de plus, j'aime beaucoup cette interdépendance entre les deux. Où ça veut pas dire que le neuropensant est meilleur que le neuroatypique. Il y a aucun jugement de valeur. Etc. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et du coup, est-ce qu'un neurotypique va être capable de... C'est une mauvaise question. Je pense... Du coup, je réfléchis en même temps. C'est beaucoup d'infos. En fait, t'as rajouté pas mal de choses que je connaissais pas. Et j'aime beaucoup la pyramide. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment intéressante. La pyramide, je la trouve vraiment intéressante. Ah, ça c'est passionnant. Je trouve que elle a un apport de connaissances, et surtout dans le détail, en fait. Où il y a vraiment des gens qui se sont posés des questions, qui se sont dit, ok, vas-y, on casse le savoir, on casse cette partie un peu floue, et on se dit, ok, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qui intervient où exactement. Et du coup, tu me disais, c'est dans la PNL qu'on trouve ça? C'est en PNL, c'est un outil fondamental, comme par exemple les ancrages en PNL. Tu as vraiment cet outil, la pyramide des niveaux logiques de Robert Dills. Oui, c'est, j'allais dire, tout coach devrait normalement la connaître, la pratiquer. Oui, j'imagine qu'ils le font, c'est vrai que Alors, si on termine un peu sur cette pyramide, donc là on a vu vraiment la partie pyramide de la pyramide. Ouais. Il y a le rond. Le rond, c'est l'identité. Alors l'identité, c'est effectivement qui je suis et quels sont les rôles. Alors pourquoi je vais en parler? Parce qu'il y a quelque chose d'important derrière ça.
Les rôles, c'est quoi? Les rôles, c'est en fait les personnages qu'on va t'amener à jouer dans la vie. Et c'est un petit peu comme si on avait une grande garde-robe avec tous des costumes. Et puis, bah, quand je vais rencontrer par exemple mon père, je suis le fils de mon père, bah, quand je vais m'adresser à lui, mon comportement, avant de le voir, je vais aller dans ma garde-robe et prendre le costume qui correspond à celui du fils par rapport à son père. Ce ne sera pas forcément le même costume que je vais garder quand je serai avec ma mère. Et ce sera pareil, par exemple, dans le milieu de l'entreprise, bah, si je suis responsable, je vais avoir un costume de responsable vis-à-vis de personnes, mais j'aurai aussi un costume par rapport à mes collègues, puis j'aurai sans doute un autre costume quand j'irai voir mon chef. Voilà. Alors, pourquoi je voulais parler de ça, c'est que il y a vraiment faire la distinction, c'est pas parce qu'on enfile un costume qu'on doit pour autant s'identifier au personnage qu'il y a dans le costume. Or, on s'aperçoit que, et tout le monde peut en faire l'expérience, il y a des gens, on les connaît au travail, et puis un jour, pour x, y raison, ils nous invitent chez eux, j'ai l'impression de trouver quelqu'un de complètement différent. Waouh. On est là complètement surpris, parce que, en fait, quand il est au travail, il a un personnage, mais il s'identifie au personnage. Quand il rentre chez lui, il va s'identifier au père de famille, il va s'identifier à l'époux, à la femme, à l'épouse, voilà, il va être sans ce costume. Et puis il y a d'autres personnes dont je fais partie, où d'accord, moi j'ai ma garde-robe, d'accord, j'ai tous mes costumes, je sais que les costumes correspondent à des personnages, mais j'allais dire, l'image, c'est toujours le même pilote qui est dans l'avion. Et les gens qui me connaissent au travail, bah, me reconnaissent quand je suis dans ma famille, me reconnaissent quand je vais faire mon marché, dans toutes les situations. C'est vrai, alors, je trouve ça fascinant alors, pour plusieurs points, parce que déjà, je me vois parfaitement dans ma garde-robe et me dire, ok, là, j'ai le costume de je vais au boulot, et voilà, je vais agir comme ça parce que il y a des moments où je suis obligé de réagir comme ça. Et à l'inverse, il y a aussi un autre point que j'aime beaucoup là-dessus, c'est que en fait, sur Internet en ce moment, on parle pas mal de troubles dissociatifs de l'identité. C'est une maladie psychologique qui a été démontrée par plusieurs youtubeuses qui ont fait leur contenu sur Internet. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce placard poussé à l'extrême, c'est-à-dire au lieu que ce soit le même pilote qui revêt les différents costumes, c'est littéralement des personnes différentes. C'est-à-dire que dans le placard, c'est OK, à toi. on change l'acteur. C'est assez fascinant comme ce que tu viens d'expliquer et la corrélation avec ça. Alors, je vais en terminer avec cette belle pyramide de Robert Dills. On va prendre cette fois-ci la pyramide inversée, celle qui s'ouvre complètement vers le haut, où là on va trouver toutes les appartenances qu'on appelle les appartenances supérieures. Alors on est au niveau du rond, l'identité, et puis on va tout doucement grimper dans cette grande pyramide inversée, et on va trouver plusieurs types d'appartenances. Donc l'identité c'est moi, mais moi je suis dans une société. Je vais appartenir forcément, alors je vais prendre un mot qui va englober pas mal de choses, pas mal de notions, celle de famille. J'appartiens à une ou des familles. Ça peut être la famille génétique, bien entendu, mon père, ma mère, mon conjoint, les enfants. Ça peut être aussi toute cette notion de regroupement de personnes, on va dire, autour d'un centre d'intérêt, tel qu'une association, tel qu'un club. Ça peut être également la société là où je travaille, ou encore plus grand, le groupe auquel j'appartiens. Donc dans toute cette notion de famille. Ça c'est le premier niveau dans l'entonnoir. Après on peut avoir la réflexion de se dire, en même temps j'appartiens à un pays, c'est mon appartenance, une appartenance supérieure à moi. Au-delà de mon pays, je suis un terrien. Au-delà d'être terrien, j'appartiens à l'univers, parce qu'il n'y a pas de différence. On est sur Terre, mais que ce soit la Terre, que ce soit la Lune, que ce soit Mars, j'allais dire tout ça, c'est la même chose. Maintenant, notre système solaire, il appartient à notre galaxie. Et notre galaxie n'est pas très différente de celle qu'on va trouver tout au bout, la galaxie d'Orion, qui elle-même aura sans doute des planètes, etc. Donc tout ça, c'est l'univers, d'une manière générale. On va arriver à ce moment-là à un dernier stade, et c'est là
où je vais rejoindre quand même peut-être l'idée un peu du pilote dans l'avion, c'est que s'il y a un pilote dans l'avion, ce pilote dans l'avion, il va se dire, bah oui, je suis terrien, j'ai l'univers, mais finalement, je suis peut-être au-delà, il y a peut-être quelque chose au-delà encore de tout ça. Et là, on arrive dans la spiritualité. C'est le plus haut niveau de cette fameuse pyramide de Diels qui va complètement s'ouvrir. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. C'est fascinant. Donc en fait, cette réflexion plutôt pragmatique sur les gens pousse la réflexion jusqu'à la spiritualité. Loin. On part finalement de l'environnement, des choses très très concrètes où on va être bien ancré dans notre terre pour partir jusqu'au plus haut, quitter notre univers pour savoir qu'est-ce qu'il y a peut-être encore derrière cet univers, derrière tout ça. D'accord. Et ce derrière, sachant que ce n'est plus notre corps physique. Cette fois-ci, c'est autre chose. Et ça pose des grandes questions, bien sûr, des grandes questions existentialistes. Qui je suis? Est-ce que je ne suis qu'un corps avec un corps physique, des émotions, un corps mental? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de supérieur? On pourrait appeler l'âme, par exemple. Est-ce que je suis un corps avec une âme? Ou au contraire, est-ce que je suis une âme descendu dans un corps, Bon, toutes ces questions-là qui vont fasciner, bien sûr, les neuroatypiques. Forcément. Du coup, on se retrouve avec cette magnifique pyramide et en fait, je pense que ça en vient à la prochaine question qui est sur le bien-être et comment est-ce qu'on garde un équilibre dans cette pyramide. Parce que mine de rien, je pense qu'il peut y avoir des divergences, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans le comportement. J'imagine que garder un équilibre au niveau du comportement, par exemple, c'est pas forcément le plus évident. Donc finalement, j'ai quand même l'impression que le bien-être, c'est quand même trouver son équilibre dans tout ça. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on fait ? Ça c'est une question qui mérite effectivement d'être posée. C'est pas la chose la plus simple, bien entendu. Ça demande une volonté. Il y a de l'action derrière tout ça. Ça se fait pas automatiquement. Alors, il y a des gens qui ont une tendance naturelle, bien sûr, mais c'est... Il y a cette... D'abord, alors, faut voir. Il y a deux niveaux. Parce que cette pyramide, elle est valable déjà pour nous tout seuls. Comment nous, on se sent tout seul vis-à-vis de ces niveaux logiques? Est-ce qu'on les vit bien? C'est la première chose. Après, il y a effectivement comment on les vit par rapport à d'autres personnes qu'on va rencontrer. Parce que déjà, par rapport à soi... Alors, ce que j'aime bien dans les niveaux logiques, c'est que il y a une vraie logique. Pendant longtemps, on a parlé d'une autre pyramide, qui était la pyramide de Maslow, où là, qui est en fait, c'est un peu le même principe, mais quoique pas tout à fait, où là on part des besoins fondamentaux et on s'élève dans l'échelle des besoins. Et pendant très longtemps, on pensait qu'on ne pouvait pas franchir, on ne pouvait pas accéder à un besoin supérieur tant que le besoin inférieur n'était pas assouvi. Depuis, on a revu la question. Et on considère que non, on peut très bien effectivement continuer à monter les échelles sans qu'il y ait un échelon qui soit parfait. Là, avec ce que j'aime bien avec la pyramide de Robert Diels, c'est qu'on n'a pas ce genre de questions à se poser. C'est vraiment dans la logique, ce sont des niveaux logiques, et puis je ne vois pas comment on peut défaire cette chose-là. Forcément, on les vit tous. On ne va pas forcément tout en haut, en tout cas, on les vit tous de manière logique. Parce que si on fait quelque chose, il faut être capable de le faire, et si on le fait, c'est parce qu'on est motivé pour le faire, et que sans doute qu'on croit que, voilà, et que et l'identité, elle sera toujours là aussi. Je suis quoi, je suis qui, c'est quoi ma mission, voilà. Et puis les appartenances, à moins de vivre comme un ermite, on va forcément appartenir à une famille. Alors on peut s'arrêter là, on n'est pas obligé de se sentir terrien, on n'est pas obligé de se sentir universien, on n'est pas obligé d'imaginer autre chose. Mais tu vois, on est forcément dans cette échelle de niveau logique. Est-ce qu'un être humain est... Parce que quand même, là, je trouve que surtout depuis ces derniers temps, l'être humain tend quand même plus vers la spiritualité en général. Est-ce que la situation a poussé les gens à réfléchir justement à tout ça, à leurs valeurs, à la pyramide du haut, entre guillemets, à l'entonnoir, pardon? Je crois, oui.
Je crois que ce qu'on vit depuis plus d'un an et demi a forcément obligé les gens à, finalement, en les cantonnant dans un environnement bien particulier, à, de ce fait-là, créer des réflexions sur les étages supérieurs. Donc, pour résumer, en fait, je reviens à ça parce que c'est dans ma démarche aussi, également d'altruisme. Mon plus grand, des belles satisfactions, c'est que les gens puissent s'entendre, etc. Et ça passe vraiment par, c'est notre mission à nous, les neuroatypiques, de faire ce qu'il faut pour rentrer en contact avec la majorité des gens qui sont des normopensants. Et ce qui est bien, c'est d'utiliser la conversation avec cette connaissance de la pyramide de Diels. Ça, c'est un outil pour moi merveilleux pour nous, neuroatypiques, de les approcher et en même temps de leur permettre à ces normopensants d'accéder à des niveaux vers lesquels ils ne vont pas aller naturellement. Donc finalement, c'est vraiment une action gagnante-gagnante. Ouais, il y a un concept assez unitaire derrière ça. Ouais. J'aime beaucoup. Unitaire et altruiste. J'aime beaucoup la manière de penser. Du coup, pour en revenir à ta condition, qui est quand même assez spécifique, parce qu'on se retrouve quand même hors du cadre médical, avec une maladie qui non reconnue, donc du coup, factuellement, d'un point de vue médical, qui n'existe pas. Comment est-ce qu'on passe outre ça ? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on se dit... déjà, comment est-ce qu'on accepte déjà ? Est-ce qu'on accepte le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas reconnu scientifiquement ? Je pense que pour quelqu'un qui est scientifique, ça doit être quand même une sacrée barrière, une sacrée étape, en se disant, en fait, je l'ai pas. Non, ce que je ressens, c'est faux, mais pourtant c'est là, mais pourtant, voilà. Et surtout, ok, une fois qu'on a accepté le fait qu'elle soit présente, on est obligé de s'ouvrir à d'autres solutions, j'imagine, à d'autres possibilités. Et comment est-ce qu'on avance avec ça ? Alors, j'aime pas quand on parle d'acceptation. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est d'accepter. Alors, les gens me disent, oui, mais enfin, tu vas pas tout accepter. Il y a des choses qui sont inacceptables. J'ai une maladie, non, j'accepte pas. Ou il y a des choses qui sont... Alors, à ce moment-là, je dis, attendez, j'ai pas été jusqu'au bout. Pour moi, ce qui est important, c'est d'accepter non pas les choses en elles-mêmes, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend, mais c'est d'accepter l'existence des choses. Là, ça veut dire, c'est tout. Ça veut dire par là que ça existe, mais ça ne m'appartient pas. Je reconnais que tu existes, mais je ne suis pas forcément d'accord avec la chose. Je ne vais pas forcément accepter la chose, mais je vais accepter qu'elle existe. C'est le cas, c'est ce que j'ai pu faire avec mon syndrome. J'étais pas d'accord à accepter ce truc-là tel quel. J'ai commencé en tout cas par dire, bon, je l'ai, ok, je sais que c'est ça. Alors c'est quand même merveilleux parce que quand je reviens à ma discussion pendant 1 heure avec l'association, waouh, ça y est, merveilleux, comme dans différentes choses. Je suis pas fou et je suis pas seul. Je suis pas fou, c'est pas que dans ma tête. Parce qu'évidemment, quand on présente des substances qui nous mettent mal à l'aise, pour lesquelles on sent des odeurs qu'on n'avait jamais senties auparavant, et que les gens disent « ça sert à rien du tout ton truc », forcément, je suis normal, je suis pas fou. Et en tout cas, si nous-mêmes on pense pas qu'on est fou, les autres, t'inquiète pas, ils chargent bien de le penser pour toi. Et je suis pas seul. Il y a une association qui regroupe tous ces gens. Waouh, donc ça fait beaucoup de bien. Donc j'ai reconnu de ce fait-là l'existence de mon syndrome, mais je ne l'ai pas accepté en disant tu vas faire partie de ma vie. Je dis non, je reconnais que tu étais là, mais moi ma vie c'est pas de vivre avec toi. En tout cas c'est pas de faire en sorte que ce soit toi qui régisse ma vie. Exactement. Et donc, alors, comme je savais qu'il n'y avait pas de traitement, comme je savais que moi, avec mon néocortex, je n'aurais pas pu faire comme avec mon acoustique et mes bruits bizarres, je ne pouvais pas gérer ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment puisé au fond de moi, j'ai recherché ce que j'ai, cette rage de vivre, et puis cette croyance que tout est possible. Il y a toujours des solutions face à toute problématique. Et à partir de là, ça a été de dire, si je ne peux pas me tourner vers le milieu conventionné,
bah, je vais aller ailleurs, forcément, je vais regarder ce qui se passe ailleurs. Alors là, je peux dire que j'ai commencé à... Alors moi qui étais quand je remonte à des décennies en arrière, qui était un cartésien pas possible, et en plus manichéen, pas croyable, bah là je suis parti vraiment à la découverte de tout ce qui pouvait exister. Alors j'ai découvert énormément de techniques. J'en ai découvert certaines qui m'ont tellement passionné et surtout qui m'ont apporté tellement de bien que je les ai conservées, que j'ai voulu en faire profiter mes semblables. Et donc j'ai passé des formations, passé des diplômes pour justement pouvoir faire bénéficier les autres de ces connaissances. Alors j'en ai eu... Je t'interromps juste une seconde parce qu'en fait, je voudrais revenir juste sur cet océan de possibilités, Ouais. d'expériences. J'imagine qu'on se retrouve avec, quand on va au-delà de la science, on se retrouve avec beaucoup de choses à l'extérieur. C'est-à-dire Mhm. qu'on a des gens qui nous parlent de plein de techniques différentes. Comment est-ce qu'on dissocie ce qui marche de ce qui marche pas? Est-ce qu'on essaye tout, quitte à se faire avoir par des charlatans? Comment on dissocie le charlatan de la personne bienveillante, j'ai envie de dire. Mhm. Euh, c'est toute une démarche qui est quand Ouais. même prenante et d'un point de vue scientifique assez paradoxale. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a de tout, c'est comme d'ailleurs dans n'importe quel domaine, hein. Il y a du bon, du moins bon et du pas bon du tout. Cela, il y a quand même toujours quelque chose aussi qui me guide. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu, ce qu'on peut dire la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi qui de temps en temps nous alerte, qu'on n'écoute pas suffisamment d'ailleurs. Et j'ai toujours euh, questionné mon cœur. Voilà. Qu'est-ce que je ressens à ce niveau-là? Quand je dois faire quelque chose, quand... Il y a des fois, c'est d'une clarté, d'une limpidité pas possible. Je sais qu'en faisant ça, que je me questionne mon cœur, je sais que je ne veux pas y aller. Donc c'est un peu la réponse. Alors c'est pas une réponse très cartésienne, hein, j'en conviens. En tout cas, c'est une réponse qui est efficace, qui est juste. Et ça c'est important. Alors c'est vrai que ça m'a entraîné dans... Mais aucune des techniques d'ailleurs que j'ai pu tester, euh, d'une part n'était pas bonne en soi, et aucune n'était prodiguée par des gens pas bons en soi non plus. Donc c'était très intéressant. Alors Alors, est-ce que tu as eu beaucoup de chance ou est-ce que on traite de charlatans des gens qui ne le sont pas? c'est pas une question de chance. Je crois d'abord au départ, hein, là si il faut vraiment revenir à justement dans cette pyramide de 10, au quatrième niveau, les valeurs et les croyances. Les croyances orientent énormément notre vie. Si on croit que rien n'est possible, que voulez-vous qui arrive? Que des choses impossibles, puisque c'est ce qu'on croit. Et si on croit que des choses sont possibles, il ne peut rien arriver d'autre que des choses possibles. C'est un phénomène, c'est une loi naturelle de résonance. On va raisonner avec ce que l'on est, ce qu'on émane, les vibrations qu'on envoie, les vibrations qu'on reçoit, tout ça, ça va forcément se mettre au diapason. C'est une loi de la nature, tout Hmm. simplement. Une loi universelle. Et alors si je peux parler un petit peu si je peux évoquer les différentes techniques que j'ai vues, alors c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a trois qui ont été majeures chez moi. La plus ancienne, c'est certainement la découverte que j'avais faite avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque que j'ai découvert avec le professeur David Servan-Schreiber, qui est ici. D'ailleurs, bah, j'ai le livre ici, son livre s'appelle Guérir. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que disait guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Et dedans, il explique tous les fonctionnements de la cohérence cardiaque, puisqu'il l'enseignait lui-même. C'est lui d'ailleurs, en termes de cohérence cardiaque, c'est lui qui l'a ramené des États-Unis. Et dedans, il parle de plusieurs techniques. Il parle également de l'EMDR, hein, je ne sais pas si les gens connaissent, mais enfin c'est très lié au phénomène post-traumatique ou avec des mouvements d'yeux, enfin différentes choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais là aussi c'est très 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 puissant. En tout cas, je reviens à ma cohérence cardiaque. Ça a été vraiment quelque chose de base et de fondamental chez moi. Alors, je peux en dire un petit mot quand même sur cette cohérence cardiaque. Elle est un peu dénaturée.
Parce qu'aujourd'hui, vous tapez sur Google cohérence cardiaque, bah, vous allez très vite tomber, tout le monde va tomber sur un petit machin à suivre, etc. On vous dit vous respirez comme ça, puis bingo, c'est la cohérence cardiaque. Bon, je vous dis tout de suite, non, la cohérence cardiaque, c'est pas ça. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, quand les gens viennent me voir, simplement une harmonisation respiratoire, où on va se servir de justement notre respiration pour venir pour avoir un rythme respiratoire harmonieux qui va lui-même mettre en harmonie le fonctionnement des battements de notre cœur et qui de ce fait-là vont mettre en harmonie les oscillations de notre cerveau, ce qui est signe à ce moment-là de non-stress et de bien-être. Donc, par contre, la cohérence cardiaque, ça va bien, bien au-delà, bien sûr, parce elle fait intervenir toute la partie émotionnelle. Et on a tous les étages, en fait. Il y a la partie physique, mais il y a la partie émotionnelle. Et puis, on peut également monter jusqu'à la partie spirituelle. Bon, ça, c'est pas une obligation. En tout cas, la cohérence cardiaque intègre obligatoirement l'aspect psycho-émotionnel, l'aspect émotionnel. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte? Parce que quand on l'a fait tous les deux, j'avais quand même l'impression que tu étais capable de voir des choses, des sentiments bien particuliers qui étaient chez moi. Alors, je sais pas si ça va vraiment dans ce détail-là, dans ce niveau de détail-là, mais... Alors après, la cohérence cardiaque, ce qui est intéressant, c'est que y a des outils qui sont performants, des outils de neurofeedback. J'ai été assez passionné par toutes les techniques HeartMath, qui sont à l'initiative d'ailleurs aux USA, hein, de toute cette cohérence cardiaque, qui sont à la pointe. Si vous connaissez un peu l'américain et que vous allez sur leur site, vous verrez les découvertes qu'ils font, c'est extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé notamment leur logiciel de neurofeedback, qui pour moi est très très bien fait, avec des courbes très lisibles. C'est très facile à expliquer aux gens qui viennent me voir, les voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, avec ce logiciel, tout est révélé. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans l'exercice qu'on va faire pendant les 3 ou 5 minutes qu'on a choisi, on va voir si à un moment donné, la personne perd son état ou au contraire rentre dans cet état de cohérence. Et là, à tel moment, il suffit que j'arrête et je dis « Ah, votre pensée est partie ailleurs, est partie dans quelque chose. Vous avez perdu votre niveau. » Et alors, la personne, je la fais réfléchir un petit peu, elle me dit « Ah, vous avez raison, effectivement, j'ai regardé ça, ça m'a fait penser à quelque chose, et c'est vrai que ça m'a rappelé des choses douloureuses, etc. » Donc, ce que j'aime beaucoup là-dedans, dans cette technique, c'est qu'il n'y a pas de tricherie possible. Alors, juste pour partager un petit peu mon expérience quand on l'a fait, parce qu'en fait, donc ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé quand même assis. Donc la première étape, le premier exercice, c'est celui de se rester assis pendant 5 minutes. Et on n'a rien, tu nous dis rien du tout, on se retrouve juste, voilà, tu restes 5 minutes là, et puis c'est vrai que du coup, j'ai quand même un naturel assez calme, donc je fixe un point, et puis je me souviens, parce que je regardais le tableau qui est en face là-bas, et puis je me voyais aller surfer là-bas. Enfin bref, je pars dans mes pensées, etc. Et derrière, tu me fais l'exercice justement de cette mise en cohérence respiratoire, où je suis cette petite bulle qui monte et qui descend pendant 5 minutes, et je me vois à 2-3 petits moments, mais c'est des fractions de secondes, où mon esprit part sur un truc, et puis je reviens à ma respiration, parce que mes exercices de méditation font que, voilà. Et je me souviens qu'on regarde la courbe après, et tu me dis, tu vois, là t'as fait un truc, et là t'as fait un truc. Et je me dis, c'est incroyable quand même. C'est quand même, les résultats sont quand même assez incroyables. Ouais, parce que c'est un logiciel d'une grande sensibilité, et que toutes nos émotions sont parfaitement détectées en temps réel, en fait. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais quand même un petit truc accroché à l'oreille, et que un petit capteur. C'est ça, que tu mesurais quand même des choses. Alors, je sais plus exactement quoi, mais ok. Donc du coup, cette cohérence cardiaque, finalement, si je dois résumer, c'est une méthode qui nous vient des États-Unis. Oui, au départ, provient des États-Unis, et c'est une méthode de gestion du stress. Alors j'en ai, bien sûr, dans mon parcours, j'en ai découvert plein, des méthodes de gestion de stress, toutes meilleures les unes que les autres. Ouais. Par contre, la grande particularité de la cohérence cardiaque, c'est que c'est la plus rapide. On peut se mettre, avec un peu de pratique, on sent une émotion arriver, pour peu qu'on se mette un petit ancrage, il suffit de faire ça,
ça y est, immédiatement l'émotion retombe, on se retrouve dans l'instant présent, parce que c'est le but finalement de la cohérence cardiaque. Quand on est émotionnellement perturbé, on n'est plus dans l'instant présent. Quand on est émotionnellement perturbé, qu'est-ce qui se passe ? Soit on est dans le passé à se dire, à ressasser un passé pas glorieux en se disant ou alors j'aurais mieux fait de faire autre chose, ou alors c'est parce qu'on va se trouver dans un futur anxiogène, mon Dieu il va falloir que je fasse ça et puis ceci, cela. Mais on n'est pas dans l'instant présent. Quand on a des émotions, en état d'émotion, quand on n'est pas dans l'instant présent, on est forcément dans le temps, passé ou futur. Mais on n'est pas dans l'instant présent. Donc, et là, justement, la cohérence cardiaque nous permet d'être dans l'instant présent. Où là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, on est tout simplement. Et l'exercice de la cohérence cardiaque, c'est vraiment de rester dans ce moment présent pendant le maximum de temps possible. Oui. Alors, effectivement, les gens, quand ils viennent me voir, ça fait partie du parcours d'une technique que j'ai baptisée Equanomia. Et dans ce parcours-là, il y a effectivement la cohérence cardiaque. Alors, le parcours va durer, on va dire, en général 2 mois, plusieurs séances, 5, 6 ou 7, ça dépend. Et en fait, quand on fait la cohérence cardiaque, je leur donne les outils. Alors, on ne commence pas tout de suite par la cohérence cardiaque. Il y en a qui le font. Moi, je dirais, après, c'est chacun adapté, chaque thérapeute le fera en fonction de sa sensibilité. Moi, j'aime bien partir un petit peu, j'allais dire, comme de l'environnement. Je pars vraiment du physique et on commence par travailler sur l'harmonisation respiratoire. Et un peu à la fois, j'amène des notions qui montent un petit peu dans le domaine vibratoire, dans les émotions et le reste. Et le but pour moi, c'est pas que les gens, au bout de 2 mois, ils continuent à rester accrochés à moi en disant non. Au bout des 2 mois, j'aurais vraiment donné l'outil et les moyens de faire en sorte qu'ils soient autonomes. C'est ça mon but. C'est leur permettre de donner un outil merveilleux, à portée de la main, on n'a besoin de rien. Ça coûte rien, il n'y a rien à acheter et rien à faire. Voilà, il suffit simplement de savoir comment l'utiliser et de le pratiquer. Alors là, on revient vraiment à une phrase que j'affectionne tout particulièrement, celle de Montesquieu, on ne connaît que ce que l'on pratique. Parce que les gens qui viennent, si je leur explique ce qu'il faut faire, mais qu'ils ne le font pas, on aura le résultat dont on s'est donné les moyens. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors pourquoi ça doit durer un certain temps ? Parce qu'on sait qu'au bout, en général de 3 semaines, quand on donne de nouvelles informations à notre corps, elles seront à peu près acquises au bout de 3 semaines. C'est pour ça que dans les exercices que je donne, ce sont des exercices quotidiens, bien précis, et qui leur permettent, après je leur explique de choisir un ancrage. Un ancrage, c'est quoi ? C'est trouver un petit signe. Un ancrage, c'est quelque chose qui va nous permettre automatiquement de générer un réflexe. C'est un outil de PNL, comme la pyramide de Robert Dills. Et donc, j'ai un ancrage facile qui soit le plus aisé à mettre en place. Pour que ce soit un ancrage compliqué, prendre des grangettes ou des trucs comme ça. Bon, surtout si on doit faire ça en société, ce ne sera pas évident. Donc, quelque chose d'assez discret, mais d'efficace. Et on va prendre ce geste, on va l'impliquer au moment le plus fort de l'émotion, quand on va vivre la chose. Et là, quand on sera là, tac. Et là, on fige le truc. On peut le répéter 1 ou 2 fois. Et après, il suffit de faire le truc. C'est un truc réflexe. Alors, si justement le réflexe, c'est de nous mettre dans cet état de cohérence cardiaque, bingo, c'est gagné. D'accord. Donc, en fait, l'ancrage, c'est pour calmer les émotions. L'ancrage, ce n'est qu'un outil. C'est un outil réflexe pour enclencher chez nous le processus qui va permettre de... Voilà, d'accord. Après, il y a différents types d'ancrage. C'est un espèce de déclencheur. Mais là, c'est l'ancrage au style de la PNL. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un outil. Un déclencheur. Un déclencheur de réflexe. Ok. C'est le déclencheur du réflexe qui va permettre à notre corps de se mettre en cohérence, immédiatement en cohérence cardiaque. D'accord. Et donc du coup, une émotion du passé, du présent ou du futur, un petit peu pas spécialement agréable, je prends la peur par exemple, ou le remords, la culpabilité, des sentiments qui sont pas spécialement agréables. Dès que je ressens ça, je peux mettre un ancrage, du coup un déclencheur qui est me dire ok, oulala, tu pars dans tes émotions, tu n'es plus dans le moment présent, et donc du coup, je reviens à ma respiration pour revenir dans le moment présent, si j'ai bien compris. Alors c'est exactement ça. J'allais dire le plus difficile. Alors c'est pas de le faire, parce qu'une fois ça se crée assez facilement. Le plus difficile, c'est de penser à le faire quand on a les émotions négatives. C'est ça le plus difficile. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut apprendre. Apprendre à repérer
nos émotions négatives. Ça, là, il y a un gros travail à faire. En général, on n'arrive pas. Et souvent, les émotions négatives, bon, quelquefois, elles sont très brutales, très fortes. Bon, là on va s'en apercevoir. Mais souvent, c'est assez insidieux. C'est quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on a aperçu. Bon. Et puis, ça déclenche chez nous, ça ramène quelque chose. Et puis, tout doucement, ça travaille. Et puis, donc, l'intensité croît tout doucement. Et de ce fait-là, comme l'intensité, elle croît lentement, finalement, on n'arrive pas à percevoir le delta. Et puis, à un moment donné, on se trouve complètement... Alors que si on avait appris à détecter le plus petit écart possible d'émotion, et là, dès le plus petit écart, attention, j'agis tout de suite, on n'attend pas d'être au plus bas. C'est là la chose la plus difficile. Le reste, ce n'est que de la technique, ça s'apprend très facilement. Et donc du coup, comment est-ce qu'on se dit, comment est-ce qu'on peut mettre en place ce genre de mécanisme, ce genre d'automatisme, c'est-à-dire c'est juste en y pensant, c'est en faisant, c'est un travail conscient sur... C'est vraiment un travail conscient, et c'est un travail conscient qui convient très bien aux neuroatypiques, parce qu'on est des hyperesthésistes, donc tous nos sens sont en alerte. C'est plus difficile pour un normopensant. Donc c'est apprendre par exemple à sentir une rougeur arriver, ou tout d'un coup on va faire un geste brusque ou un geste réflexe. Ça dénote quelque chose qui n'est pas normal. C'est apprendre à dire tiens, j'ai l'impression de me sentir un peu oppressé. Voilà, c'est à se découvrir son corps. Pour ça, il y a ce qui me paraît bien, c'est de pratiquer la méditation en pleine conscience. Parce que cette méditation en pleine conscience va nous apprendre à percevoir notre corps, de quelle manière il réagit. Ça, c'est vraiment un très bon outil. Je pense que définir la méditation en pleine conscience... La méditation en pleine conscience, c'est vraiment, comme son nom l'indique, prendre conscience. Et c'est prendre conscience de son corps. Derrière, les gens qui proposent ces méditations en pleine conscience, il en existe, on peut en trouver facilement. Donc il y en a qui préfèrent démarrer par le haut, d'autres qui préfèrent démarrer par le bas. Donc on peut très bien commencer tout doucement à sentir ses cheveux, le cuir chevelu avec les cheveux, et s'imaginer que tout ça, ça se détend. Et quand c'est détendu, passer à l'étage en dessous, tout d'un coup sentir ses oreilles. Donc on les voit, puis on finit par les sentir, et les détacher, la peau de son visage, etc. Après les tensions qu'on peut avoir au niveau des coudes, sentir. Ça se fait pas de manière automatique comme ça, hein. Ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est super efficace. Et de ce fait-là, ça nous apprend à écouter notre corps. Et s'apercevoir que notre corps, en permanence, nous envoie des tonnes de messages que la plupart du temps, on ignore complètement. Et là, justement, quand on arrive à cette connaissance, j'ai bien perçu tel message de mon corps, ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là de percevoir un petit écart. Et donc, s'il y a eu une parole qui nous a un peu blessés ou quoi que ce soit, et puis pour laquelle il commence à y avoir un petit peu, elle entre tout doucement en nous, puis elle va générer. Comme on a acquis cette perception de notre corps, très vite on va trouver le symptôme qui va faire que un tout petit écart d'émotions négatives, on va le percevoir. Et donc là, on fera notre ancrage. Si notre ancrage c'est par exemple de se pincer ici le poignet, on fait ça, et ça y est, immédiatement notre corps, lui, va prendre la position, la respiration nécessaire pour nous mettre dans l'état de pleine présence, cette fois-ci. D'ailleurs, la méditation en pleine conscience, ce n'est rien que ça, hein, c'est être à fond dans l'instant présent. Pour moi, la méditation en pleine conscience, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça ne veut rien dire. Tout à fait. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre, de conceptualiser tout ça, et de l'appliquer forcément. Mais c'est vrai que j'imagine que quelqu'un qui entend, parce que c'est vrai, au niveau de l'État français, on parle de la mise en place de la méditation de pleine conscience au niveau des écoles, mais c'est compliqué à concevoir pour des gens qui n'ont aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas descriptible, c'est un état, c'est pas quelque chose qu'on peut mentaliser, parce qu'on ne cherche justement à pas le faire, quoi. Oui, parce que justement le but c'est de ne pas mentaliser. Ok, bon du coup on a ce premier outil, cette première chose qui t'a permis d'avancer. Est-ce que tu peux continuer et développer les autres outils ? Oui, effectivement, il y a eu la cohérence cardiaque qui a joué. Alors deux techniques, une toute simple,
alors vraiment tout simple, c'est celles de retrouver un ancrage à la terre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans cet état de chimico-sensibilité, eh ben finalement, on est plus connecté au sol. C'est comme si on vivait, mais déconnecté à une certaine hauteur, 20 ou 30 cm du sol. On est plus ce qu'on appelle ancré, comme si on dit avoir les pieds sur terre. On les a plus du tout, les pieds sur terre. Et alors ça, je vais en parler un petit peu quand même si ce sont des notions auxquelles tout le monde ne souscrive pas. Mais en fait, le fait d'être ancré à la terre, ça correspond en Ayurveda, au niveau de l'Inde, donc ça correspond en fait au chakra inférieur. Il y a plusieurs chakras, il y a 7 chakras principaux. En fait, il y en a plein, des chakras. Après, il y a les chakras secondaires. Par exemple, il y a le chakra du cœur qui se trouve ici. Puis après, il va y avoir tous les chakras secondaires. On va avoir à l'épaule, on va avoir au coude, on va avoir au poignet, on va avoir la paume des mains, on va en avoir un peu partout. Bon, bref. Mais il y a 7 chakras principaux qui sont sur l'axe du corps. Et on démarre par le bas, celui qui est tout en bas, en dessous, près de notre périnée. Et lui, c'est le chakra qu'on appelle racine, justement. Et c'est lui qui nous permet d'être ancré à la terre. Donc si notre chakra il est déréglé ou il est plus bien activé, on va se déconnecter de la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les chakras sont liés à un sens particulier, et notamment le chakra racine, qui nous ancre à la terre, est relié à l'olfaction. Donc tout ça, c'est parfaitement lié. Donc c'était logique qu'ayant perdu, ayant une grosse problématique au niveau de l'olfaction qui a entraîné cette chimico-sensibilité, c'était logique que je me trouve déconnecté finalement, puisque mon chakra c'était en lien avec ce chakra racine. Et donc une des premières choses, c'était de trouver un truc tout bête. Alors je ne veux pas faire de publicité là-dessus, mais ça a été de trouver un moyen simple de m'ancrer. Et là j'ai découvert Alors c'est toujours pareil, quand on est dans cette dynamique, parce que ma croyance était qu'il y avait des tas de solutions possibles, quand on est là-dedans, forcément, les choses, elles arrivent. Et donc, je suis arrivé assez naturellement à découvrir, par quelqu'un qui me les a fait connaître, des semelles magnétiques. Donc, elles sont magnétiques, donc elles sont tout le temps valables. Et elles sont magnétiques, mais en même temps, elles ont un petit peu comme des petites piques par en dessous. Et quand on les met dans les chaussures, on met ses pieds dessus, ça picote, mais en même temps c'est bien parce que ça vient piquer nos différents points d'acupuncture qu'on a sous la plante des pieds, et on sait que c'est très très riche à cet endroit-là. Et le fait de les porter 3 heures par jour pendant à peu près 3 mois, ça m'a complètement remis à la terre. Donc j'ai retrouvé mes pieds sur terre. Et là, j'ai vu une différence déjà très forte. Bon, j'avais toujours ça, mais dans le même temps, j'ai découvert une technique qui, elle, est toujours valable à ce niveau-là. Ça a été la découverte de la trame, qui est une magnifique technique. Attends, avant d'entrer sur la trame, j'ai une question qui est, du coup, quand tu as ce déclenchement, tu me disais que c'était en général dû à un gros choc émotionnel. Oui, c'est ça qui est... il faut d'abord être intoxiqué, puis après il faut un choc émotionnel très fort. Et parce que de mes connaissances limitées, mais mes connaissances quand même, sur tout ce qui est chakra, chaque chakra correspond quand même à quelque chose, à une émotion en général aussi. Est-ce que le choc émotionnel était dû à une émotion qui est liée au chakra racine, qui aurait fait que... Je cherche la cause et effet, l'œuf et la poule. En fait, les chakras, c'est des niveaux d'énergie, en fait. Donc si l'énergie, on va dire, au niveau de ces 7 chakras est correcte pour chacun d'entre eux et que ça circule bien, voilà, à ce moment-là, on est bien, on n'a pas besoin d'aller savoir exactement. On sait simplement qu'il y a une corrélation avec le sens du chakra racine avec ça, mais c'est tout. Donc on ne peut pas parler... Alors effectivement, si on a des émotions, ça va plutôt toucher un peu le cerveau, le chakra du cœur, qui va être beaucoup plus sensible à nos émotions. Également le chakra de la gorge, qui lui aussi va... quelqu'un par exemple qui a des difficultés d'expression, une voix qui est mal assurée, qui a des difficultés, c'est certainement que son chakra ici au niveau de la gorge, il n'est pas équilibré quoi, en fait. Et alors ce qui est embêtant, c'est quand on a un chakra qui est fortement déséquilibré, et puis qui se trouve là par exemple, ça empêche la circulation. Parce qu'en fait tous ces chakras sont reliés, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a deux grandes autoroutes là, qui sont reliées à tout ça.
Euh, et donc, c'est ces fameux... Voilà, pourquoi on parlait de ça? Non, c'est moi qui avais interrompu parce qu'en Ouais, fait, du coup, cette reconnexion à la terre, c'est ouais. vraiment pour toi, il y avait le problème au niveau du chakra racine. C'était quoi? Il était complètement fermé et du coup, c'est Ah oui, ouais, alors un chakra peut jamais être complètement fermé. Si un forcément pas, chakra, ouais, ça veut dire qu'on est mort. Bon. Par contre, il était complètement bloqué. Ouais. perturbé et très peu actif en fait. D'accord, Très ok. peu actif, donc il ne faisait plus, il ne jouait plus son rôle. Il ne jouait plus son rôle et il est capital parce que c'est lui qui vraiment nous plante complètement dans cette terre, hein. D'accord. Et Ouais. du coup, ces chaussures avec ces points Ouais. d'acupuncture, parce que finalement, l'acupuncture, c'est ça aussi, hein, c'est un travail qui est fait sur des points énergétiques bien précis, etc. Mhm. Donc, En même on temps, est, on oui. est dans les mêmes sujets. Oui. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de quoi? C'est quoi? C'est de recréer le lien avec la Terre pour permettre à l'énergie de circuler un peu mieux. Alors bah, déjà, oui, c'était un rééquilibrage des chakras, parce que de toute façon, si le chakra racine ne fonctionne pas bien, c'est même pas la peine d'imaginer ce qui se passe pour les autres, quoi. Hmm. Puisque c'est le premier, hein, c'est la base. Donc l'idée, c'était effectivement de remettre en action et en harmonie, en équilibre ce chakra racine, pour permettre, bah, d'une part, le meilleur fonctionnement des autres, hein, ce qui n'empêchait pas de travailler sur les autres, et puis surtout de se retrouver connecté avec ce sens, le sens olfactif. Là, je retrouvais au moins un lien possible. Tant D'accord. que j'étais complètement déraciné, tant que j'étais complètement déraciné, je crois que ça me paraissait pas possible d'arriver à améliorer mon syndrome. D'accord. Alors par contre, c'est pas suffisant. En tout cas, pour moi, c'est une condition nécessaire d'être ancré. C'est pas suffisant, ça c'est clair, mais c'est nécessaire. Si je ne suis pas, et je pense qu'il fallait commencer par là. De toute façon, on dit toujours qu'il faut commencer par la base. Là, c'est le cas. Alors après, j'ai travaillé. Après, j'ai découvert dans tout mon parcours. Alors, j'ai découvert pas directement, c'est vraiment de manière très indirecte. Et ça a commencé comment? C'est qu'un jour, bah oui, j'ai contacté l'association, m'a appris ce que j'avais, donc j'ai pris rendez-vous avec l'homéopathe que je rencontrais de temps en temps, et pour lui dire, pour lequel j'avais déjà expliqué ce que j'avais, mais bon, il voyait pas trop. Je dis, ah, vous savez, je sais ce que c'est, ça vient de là, l'olfactif, je suis hypersensible au chimique. Elle me dit, oh bah écoutez, non, je connais pas cette maladie. Bon. Il dit, par contre, au travers de ce que vous me dites, si c'est de l'olfaction, donc pour moi, il y a de l'émotion derrière tout ça. Je vois bien quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider. C'est quelqu'un qui travaille avec des huiles essentielles. Bon, je m'étais dit, et il dit, ah bon, ouais, il dit, oui, il va vous faire sentir des huiles essentielles. Bon, quand il m'a dit ça, je dis, oula, c'est déjà compliqué pour moi de sentir pas mal de choses, aller sentir des huiles essentielles, bouf. Bon, c'était pas évident. Donc j'ai quand même pris contact avec la personne, j'ai pris rendez-vous, mais d'ailleurs j'ai continué, puisque j'ai fait 7 séances avec lui. Ils ont porté des fruits d'ailleurs. Mais pas seulement. Et lorsque ça devait être à la troisième séance, je crois, avec lui, et il m'a dit, ah, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, ce serait d'aller faire des séances de tram, aller voir telle personne de ma part, vous verrez. Alors je lui dis, c'est quoi? Oh, il dit, vous verrez, c'est une séance de relaxation. Bon, bah, je dis, pourquoi pas, et ça veut faire quoi? Bon, vous verrez, c'est intéressant. Donc j'ai pris rendez-vous et j'ai eu ma première séance de tram. Alors j'ai découvert ce que c'était. Alors c'est... Bon, curieux, je vais pas dire ça, mais bon, comme je savais pas du tout, et puis je m'étais pas renseigné sur le sujet, donc il y a eu une discussion avec le thérapeute, avec le praticien. Il m'a posé plusieurs questions, faire connaissance, etc., les antécédents, les trucs, les machins. Et puis il m'a dit, bon maintenant, vous enlevez vos chaussures, et puis vous voyez, il y a une table de relaxation, vous allez vous allonger. Et puis voilà, puis bah, je vais vous faire des gestes, vous verrez, c'est pas du massage, ça se passera très bien. Et puis donc effectivement, moi j'avais vraiment envie de me détendre, c'était un matin, j'étais là, je dis, allez, je me laisse aller, j'ai fermé mes yeux, puis je l'ai laissé faire. Alors je sentais bien qu'il me faisait des gestes à différents niveaux, au niveau de mon thorax, au niveau de l'abdomen, après tiens, et au niveau de mes pieds, hein, je chantais des trucs. Et puis au niveau de mes jambes, et puis après, tiens, il remonte, je le retrouve au niveau du ventre, et puis à un moment donné, je le retrouve au niveau de ma tête. Bon, très bien. Première séance, deuxième séance, troisième séance, et puis alors à la cinquième séance, alors là ça a été une révélation complète.
Euh, je me rappellerai toujours, j'étais là. Alors, quand je disais que j'avais ce voile de mort qui m'envahissait avec complètement un abattement sur tous les plans physiques, mais c'était vraiment même terrible au niveau physique. J'avais des désordres intestinaux pas possibles, je maigrissais, moi qui adore manger, etc. J'avais même plus envie de manger. Je me réveillais, ben, le matin, j'étais pas toujours aussi propre que j'aurais voulu. Tous ces des dérèglements terribles en fait, c'est affolant. Et puis alors c'est ce ventre, alors que je mangeais plus, qui devenait énorme par moments. Et donc à cette 5e séance, j'étais là, et puis à un mouvement, c'était en remontant tout d'un coup, il revenait là, au niveau là, de l'abdomen, j'ai senti et j'ai vu tout le mal-être que j'avais, qui était là, emprisonné dans mon abdomen, au niveau de mon plexus solaire, j'ai vu sortir de moi, complètement. Senti, et je l'ai vu également comme une espèce de une âme là, qui partait. Ah, c'est soulagement. Oh. Alors j'ai senti à la fin de cette séance, je me suis levé, je dis ah là ça y est, là je suis sur le bon chemin, et là j'ai su que j'allais en sortir de mon truc. Mais il m'a fallu ça quand même, après avoir déjà essayé pas mal de choses. Incroyable cette expérience. Je dois t'avouer que j'en ai des frissons parce que c'est la première fois que tu me racontes cette partie-là et je vois le truc sortir et je me dis j'imagine le soulagement c'est fou, aussi. hein, Ça je doit raconte ça, les gens vont dire c'est un fou, mais non, je suis ingénieur, j'ai les pieds sur terre, je vous le dis, etc. Ça s'invente pas quoi. Alors effectivement, c'est une caractéristique fondamentalement différente entre la pratique du Reiki et la pratique de la trame. C'est que dans la trame, on est totalement dans le mouvement. Alors ce qui est très différent, c'est que c'est pas effectivement pas un mouvement de massage, c'est pas quelque chose de physiquement trop perceptible, quoique. C'est vraiment dès que un peu comme un réflexe, le praticien pose ses mains sur le corps de la personne et les mouvements viennent tout seuls, tels qu'on a pu les apprendre, tels qu'on sait ce qui doit être fait. Et alors c'est vrai lorsqu'on démarre, on va s'aider en lançant un petit peu le geste physiquement, mais très doucement, mais très vite après, les mains ne vont plus bouger et le mouvement va se continuer, va se perdurer dans le subtil en fait. Et là, c'est ce qui donne toute la puissance. Mais la personne le ressent. Même quand nos mains ne bougent plus, la personne qui est là va ressentir le mouvement qui est induit dans tout cela. Elle ressent la vague. Elle ressent la vague, oui, exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, la méthode Ikanomia, finalement, c'est pas seulement la cohérence cardiaque, c'est pas seulement la trame. On ajoute un troisième élément qui est l'aromathérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, et d'ailleurs c'est l'origine. Aujourd'hui je parle d'un parcours qui s'appelle le parcours Ikanomia, qui prend donc ces 3 techniques. D'ailleurs dans le parcours je parle d'autres techniques. Bon, cette fois-ci c'est pas qu'elles soient moins importantes, c'est pas ça, mais je les évoque, c'est pour enrichir un petit peu ce parcours, pour donner des connaissances supplémentaires aux gens qui viennent. Mais effectivement, au départ, c'était Ikanomia tout seul. Ikanomia qui traite de toute cette partie olfactive, où on va travailler justement avec notre sens olfactif. Alors, à partir de quoi ? À l'origine, la base, eh bien, c'était à partir des 24 quantiques olfactifs qui avaient été mis au point par le laboratoire Herbe et Tradition, avec son créateur Christian Elloy. Et j'avais beaucoup apprécié la démarche, dans la mesure où ces 24 synergies quantiques correspondaient toutes à une fonction psycho-émotionnelle bien précise. Par exemple, la clarté d'esprit, la décision, la concentration. Voilà, on retrouvait comme ça 24 fonctions dont on se sert au quotidien, j'allais dire. Et ça m'avait vraiment plu de dire « Waouh, je prends un flacon décision et je suis connecté à la fréquence de la décision. » Donc ça avait été le point de départ. Et puis j'ai très vite creusé un petit peu cette affaire-là, et je me suis dit, mais ça c'est intéressant, parce que j'avais participé à une formation au quantique, on était relativement nombreux d'ailleurs, et au cours de cette formation, on devait donner son avis sur l'odeur qu'on percevait de chacune des synergies. Puis je m'étais aperçu qu'il y avait des gens qui trouvaient ça bon, sympa, d'autres qui trouvaient une odeur bon, peut-être pas trop sympa, puis il y en a qui n'aimaient pas du tout l'odeur, qui la trouvaient très désagréable, et d'autres qui au contraire trouvaient ça waouh, merveilleux, extraordinaire. Alors je me suis dit, mais ça c'est intéressant.
parce que c'est peut-être finalement, ça c'est un facteur qui est tout à fait mesurable, entre guillemets, l'agréabilité de l'odeur qui est ressentie. Et en même temps, ça veut dire que je sens la décision, et c'est agréable ou ça ne l'est pas. Alors, continuer à réfléchir un peu là-dessus. Et le sens olfactif, je l'ai déjà dit précédemment, il a cette particularité de ne pas être dévoyé par notre néocortal, mais va directement notre cerveau limbique. Là, on va trouver toutes nos mémoires, notamment aussi. Et je me suis dit, donc si je prends une odeur qui est liée à la décision et que je la sens mauvaise, ça veut dire que dans mon cerveau limbique, il y a mes deux amygdales là qui vont réagir, parce qu'elles vont, si ça sent mauvais, elles vont trouver qu'il y a du danger. C'est exactement comme un chien qui se promène le long d'un trottoir, qui a faim, il voit quelque chose susceptible d'être mangé. Son premier réflexe, c'est pas d'ouvrir sa bouche et de l'avaler, c'est d'aller mettre sa truffe dessus, il va la renifler, et s'il sent que c'est agréable, il va le manger. Si au contraire il voit que ça peut être dangereux, il s'en va, il passe son chemin. Donc c'est la même chose. L'odeur désagréable de la décision que je vais percevoir, le message que mes amygdales vont m'envoyer, c'est attention, danger. Ouais, alors danger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, non, t'oublies, il faut pas décider, parce que si tu décides, c'est dangereux. Donc il faut fuir. Le message de l'amygdale, ça va être de fuir la décision. Pourquoi la fuir ? Tout simplement parce que dans le passé, on a été amené à prendre des décisions, et puis ça s'est pas déroulé exactement où les résultats n'ont pas été ceux qu'on attendait. Ça s'est peut-être très mal passé, et on n'a pas réussi à complètement nettoyer ce souvenir, et puis finalement c'est devenu un souvenir, mais il est resté émotionnellement chargé. Et c'est ce qu'on perçoit. Donc en respirant cette décision qui est négative, que l'odeur est désagréable, c'est le message qu'on reçoit, c'est un danger, parce que par le passé, tu as pris des décisions, et puis rappelle-toi. Donc ça veut dire, si tu redécides, rappelle-toi ce qui s'est passé. Voilà. A l'inverse, si l'odeur est perçue de manière très agréable, là c'est complètement différent. Ça veut dire que c'est le système un peu des récompenses aussi. C'est merveilleux, on se branche avec la décision. Le message de nos amygdales, c'est de dire, vas-y, tu peux y aller, c'est super, ça sent hyper bon, tu prendras plaisir à décider. Voilà. Du coup, l'aromathérapie, c'est un petit peu un travail sur les mémoires émotionnelles liées aux odeurs qui sont spécifiques. Voilà, tout à fait. Cette partie olfactothérapie, c'est bien cela. Alors, la méthode Equanomia, à proprement parler, il y a deux parties qui se complètent totalement et qui sont, je dirais, en équilibre. Il va y avoir cette partie où là, on est dans l'inconscient, avec la partie olfactive, parce que le message va directement dans nos mémoires et tout ça, et puis qu'on peut rien y faire, ça va directement, donc c'est dans l'inconscient, et on n'a pas besoin pour autant de se rappeler de quelle mémoire il s'agit. Et puis il y a une partie vraiment consciente, parce que la méthode Equanomia est venue mettre des mots sur chacune des fonctions. C'est ainsi qu'il y a 24 fonctions au départ, et que au total, il y a une 130 à peu près descriptions qui viennent expliquer chacune de ces fonctions. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement de prendre conscience de la signification de ces fonctions. Alors ça se fait de manière très simple. Le praticien va énumérer chacune de ces fonctions, il va les prononcer verbalement, bien sûr, et ça va être perçu par la personne qui consulte, et va pouvoir elle-même évaluer son potentiel de pratique de cette fonction. Je décide ou je décide pas. Avec quelques petites descriptions bien précises, elle va exprimer, oui, je décide, ou alors je décide pas. Et cette fonction consciente, cette fois-ci, est aussi importante que la partie inconsciente. Si je résume, du coup, en fait, la méthode, le parcours Equanomia, c'est un petit peu la conscientisation de la partie aromathérapie qui travaille beaucoup plus sur l'inconscient. C'est essayer de rajouter des mots sur les odeurs, etc. Et j'avais envie de partager aussi mon expérience parce que quand on l'a fait, c'était quand même assez incroyable. Je me suis retrouvé quand même avec donc la partie vraiment aromathérapie où je me retrouve avec des encens que franchement pour moi ça sentait vraiment pas bon, et tu me les passes après pendant 5 minutes en les couplant avec un son et la méthode de respiration de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes.
Et ces 5 minutes-là étaient assez incroyables pour moi parce que je me retrouve avec une odeur qui change directement devant mes yeux, enfin devant mon nez, où j'ai cette odeur qui évolue et vers le positif, hein, c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire que cette odeur que j'avais du mal à garder sous le nez, au fur et à mesure du temps qui passe, je suis passé d'une valeur qui était négative, si je me souviens bien, et bien négative, à quelque chose qui était presque, pour la plus extrême, ça allait à quelque chose qui était devenu vraiment agréable. Et je pense que d'un point de vue inconscient, il a dû se passer quelque chose, parce que je me l'explique pas. Mais c'est vrai que l'idée d'aller chercher en plus de ça, d'aller mettre des mots, d'aller vraiment pousser un petit peu l'inconscient à dire ce qui a révélé ses secrets, j'aime bien le mettre ça comme ça. J'aime beaucoup la démarche qui je trouve a un vrai plus dans ce que tu fais. Du coup, là, tu me racontes que t'as 130 ou je sais plus combien de centaines de faits, il y a je sais pas combien d'huiles essentielles, une trentaine à peu près. Et il me semble que tu as un petit peu modifié ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'expérience à laquelle tu t'es prêté, l'expérience si on veut, la séance on va dire, elle est faite non pas avec les synergies quantiques dont je t'ai parlé d'origine, elle a été faite avec des huiles essentielles unitaires. Qu'est-ce qui a évolué entre, j'allais dire 2014, le moment où j'ai démarré la méthode avec ces synergies quantiques que je trouve merveilleuses. Qu'est-ce qui a évolué ? C'est que j'ai toujours eu le sentiment très fort qu'il manquait 3 fonctions. 3 fonctions, il y en a 24. Et donc aujourd'hui, effectivement, la méthode intègre 3 fonctions supplémentaires qui étaient la transcendance de soi. Je veux dire par là la notion de bienveillance, la notion d'empathie, et la notion d'altruisme. Donc aujourd'hui, ces 3 fonctions sont intégrées dans la méthode Economia, avec des descriptions qui viennent, comme pour les autres fonctions, développer et étayer cette notion. Et effectivement, aujourd'hui, il y a 27 huiles unitaires. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à travailler plutôt avec des huiles unitaires ? C'est que j'ai voulu rapprocher cela dans la méthode. J'ai voulu repartir au niveau de l'énergie des chakras. L'idée c'était vraiment ça, surtout que je l'avais bien vécu, et que initialement, avant d'arriver à la connaissance d'Economia et des quantiques, en fait j'avais déjà mis au point une méthode qui est tout à fait proche de celle que j'utilise aujourd'hui. J'avais utilisé d'ailleurs un PowerPoint dans lequel il y avait tous les chakras, et il y avait des huiles, il y avait 2-3 huiles par chakra, il y avait même des sons qui étaient là, il y avait même des petites phrases sur le PowerPoint. Tout était là, bien avant que je ne découvre Herbe Tradition avec ces synergies quantiques. Et je suis revenu finalement à cette source avec des huiles unitaires, en ce sens où ça satisfait beaucoup mon esprit un peu cartésien de dire c'est merveilleux, on a regroupé des huiles, et puis grâce à ça, on les oblige en quelque sorte à vibrer suivant une certaine fréquence qui va correspondre à la décision, etc. Donc, de ce fait-là, j'aurai une information précieuse de dire que je verrai que si la personne, en respirant la décision, ça sent très mauvais, je pourrais me dire il y a un problème effectivement au niveau de la décision. Donc je saurais cerner très précisément là où peut se trouver la problématique de la personne. Mais en même temps, il y a un petit côté réducteur. Tout a un envers, bien sûr, de la médaille. Donc, des huiles unitaires qui ont un potentiel en elles-mêmes merveilleux. Et puis, comme on veut obtenir quelque chose de très précis, on en prend plusieurs et on les oblige à aller dans un sens bien particulier. Donc, finalement, on oublie complètement tout le merveilleux potentiel que chaque huile, à titre personnel, va pouvoir donner, exprimer. Et donc, moi, c'est ça un peu que j'ai voulu rechercher, comme j'avais fait à la source. Donc c'est de trouver un certain nombre d'huiles essentielles qui me permettent de retrouver tous les chakras. Donc on va retrouver à chacun des niveaux, sachant que cette fois-ci, chaque huile, elle va exprimer sa richesse,
Et alors que dans l'autre méthode, on prend plusieurs huiles pour aller sur une fonction, cette fois-ci, une seule huile va développer plusieurs fonctions. Et donc, je vais me trouver cette fois-ci avec une synergie d'huiles unitaires qui exprime plein de fonctions. Donc, ça augmente encore la richesse à ce niveau-là. L'inconvénient, c'est que je ne vais pas pouvoir dire de manière précise, en utilisant les unitaires, c'est sur tel, par exemple, c'est un problème rigoureusement de décision. Par contre, je connais quelles sont les fonctions sur lesquelles vont agir chaque huile. Et donc, c'est ce qui se passe avec les personnes qui viennent me voir. À ce moment-là, sur le logiciel, on va lire, par exemple, s'il y a une huile essentielle qui est sentie négativement, qui sent mauvais, on va aller lire quelles sont toutes les fonctions. Et là, c'est un dialogue avec la personne. Je lis les phrases, elle les regarde en même temps, et je lui demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle dans tout ça ? Je dis, vous savez, ça va sûrement pas être toutes les fonctions qui sont là, mais c'est toutes les fonctions de la plante. Et vous ? Et à tous les coups, la personne, elle me dit, oh, ça, c'est exactement ça ce que je ressens. Donc, c'est une nouvelle approche, mais qui est plus ouverte, j'allais dire. Et puis, j'ai 27 huiles au total. Et à la différence de l'origine où j'avais monté les chakras, les 7 chakras principaux, cette fois-ci, je vais également, avec la méthode Equanomia, prendre le 8e chakra, celui qui est au-dessus donc qui est complètement en dehors de notre corps physique, quoi, qui nous emmène tout doucement vers les sphères plus hautes, vers la spiritualité. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à ça, sur Equanomia. Donc c'est la façon dont je travaille. L'autre façon existe toujours, le logiciel existe toujours aussi. Voilà, donc s'il y avait même des gens thérapeutes qui souhaitent dire moi ça m'intéresse d'être formé à l'autre, on peut très bien avoir l'autre. Mais c'est pas celle qui est présentée de manière naturelle. D'accord. Voilà. Écoute, moi je voulais faire cette interview parce que je pense que tu as beaucoup de connaissances sur plein de choses, avec un point de vue assez pragmatique et ce background scientifique que j'adore tant, qui est finalement peu présent chez beaucoup de personnes qui touchent à tout ça, non pas parce qu'ils le dénigrent ou quoi que ce soit, simplement parce qu'ils n'ont pas forcément de formation. Moi, c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent énormément parce que j'ai mes expériences personnelles qui m'ont mené à ça aussi. Et c'est vrai que je suis très ravi d'avoir discuté avec toi aujourd'hui et d'avoir eu l'occasion de saisir toute ta connaissance. Oh. une fois de plus, enfin toute ta connaissance, j'y mets 1% de ta connaissance, mais c'était déjà pas mal. Donc je tenais vraiment à te remercier d'avoir accepté de participer à cet entretien. Ça vient du fond du cœur parce que ça compte vraiment et si t'es un des premiers à qui je l'ai proposé, c'est pas pour rien non plus. Merci à toi, merci pour la séance de la dernière fois aussi qui était assez incroyable aussi pour moi parce que je découvrais un petit peu tout ce monde-là. Et puis je pense que je vais conclure là-dessus parce que non, je suis un peu rempli d'émotions et pas parce que mine de rien c'est un peu la conclusion du premier podcast que je fais en live. On a eu des petits soucis techniques qu'on a eu. Je sais que ça c'est aussi d'un point de vue énergie, ça demande beaucoup d'énergie de raconter son histoire. Mais aussi de prendre le courage de se dire ok, je vais passer derrière un micro puis je vais expliquer tout ce que je fais, etc. Parce que finalement j'en ai pas besoin, c'est pas quelque chose que je dois faire, c'est plus j'ai l'opportunité de le faire. Je challenge aussi mes convictions en me disant ok, je vais accepter de me mettre sur internet et de dire tout ça. Donc non, merci beaucoup. Merci à toi, plaisir partagé de toute cette belle séance. À une époque fort lointaine, où la Terre était crue plate, un jeune homme dénommé Platon hypothétisait que la Terre était ronde. Ce même jeune homme proclamait aussi que l'éducation à base de punition et de récompense était obsolète. Il la catégorisait déjà à l'époque même d'ancienne. Platon vantait les mérites de ce qu'il appelait une nouvelle éducation. Une éducation où la connaissance était partagée sous forme de dialogue. Cette idée sur l'éducation, je l'ai rejointe suite à une piètre expérience en tant qu'enseignant à l'université.
J'ai alors créé Hacking Reality, qui prône le partage de la connaissance, mais comme Platon en son temps, par le dialogue revisité sous le format du podcast.